Laurence, votre invité ce matin est Bernard-Henri Lévy. Bonjour à vous, bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler dans un instant de l'Ukraine. Vous en revenez, on peut lire votre reportage dans le Paris Match de cette semaine. Mais d'abord un mot de l'actualité, la triste actualité en France. Aujourd'hui, c'est l'enterrement de la petite fille Lola, dont le sort a ému la France entière, un meurtre abject. Est-ce qu'il faut le dissocier complètement du statut de son auteur présumé, c'est-à-dire une ressortissante algérienne en situation irrégulière? Écoutez, dans la civilisation judéo-chrétienne, il y a un principe. Quand il y a un deuil, on commence par le silence, on commence par le recueillement, voilà, et pas la polémique, et pas la politique, et pas la récupération. Tout ce qui s'est passé de cet ordre depuis ces derniers jours vraiment soulève le cœur, et je n'aimerais pas être à la place des parents et de la famille qui voient ce déchaînement de démagogie. Et qui ont demandé à plusieurs reprises à ce qu'il n'y ait pas de aux gens de se récupération calmer, politique. aux gens de faire silence, aux gens de les laisser se recueillir, aux femmes et aux hommes politiques de les laisser vivre leur deuil. Il sera toujours temps de faire des analyses psychologiques, voire politiques. Mais est-ce qu'il faut pour autant ne pas parler du problème de l'immigration irrégulière dans notre pays? C'est un débat de fond que les Français voient. Je n'ai pas envie d'en parler, en tout cas, le matin des obsèques de la petite Lola. Recueillement et respect pour la mémoire de cette petite fille. Emmanuel Macron était hier en Italie, enfin il y est encore aujourd'hui. Il a rencontré, on l'a vu il y a quelques instants, Giorgia Meloni, qui vient d'être nommée Premier ministre en Italie. Il lui a dit qu'ils allaient discuter avec ambition, mais vigilance. Il a intérêt et il a raison de parler de vigilance à propos de cette chef de gouvernement. Oui, bien sûr. Compte tenu de l'histoire de Giorgia Meloni, de ses racines politiques, de son enracinement dans le post-fascisme italien, la moindre des choses, c'est la vigilance, bien sûr. Mais est-ce que la France doit aller plus loin, dire voilà, nous serons vigilants sur le respect des valeurs? C'est pas une façon de s'ingérer dans les affaires italiennes? Écoutez, c'est le principe de l'Union européenne. Chacun, en effet, s'ingère dans les affaires de chacun. C'est le pacte que nous avons noué à l'époque de Robert Schuman, de Jean Monnet et de Alcide de Gasperi. C'est qu'en effet, il y a une union politique qui est encore d'ailleurs inachevée et qui implique qu'on partage les mêmes valeurs, oui. Mais on voit dans toute l'Europe monter les extrêmes. Est-ce que ce n'est pas un signal inquiétant que nous envoient les peuples, tout simplement? Bien sûr que c'est un signal inquiétant. Et c'est la raison pour laquelle le président Macron a raison de parler de vigilance. Et il y a des enjeux d'ailleurs où tout cela va se mesurer. Par exemple, la guerre d'Ukraine. J'imagine que dans cette rencontre impromptue d'hier soir, le président Macron a parlé à la première ministre Meloni de l'attitude de l'Italie vis-à-vis de l'Ukraine. Elle est quand même alliée à Silvio Berlusconi qui se réjouit des caisses de vodka qu'il reçoit de Poutine. Elle est alliée à un leader d'extrême droite, M. Salvini, qui ne fait mystère nulle part de ses liens de toute nature avec le pouvoir mafieux russe. Donc Macron a raison d'exhorter l'Italie à la vigilance vis-à-vis sur un terrain comme celui-là. Mais Mme Meloni a toujours été très claire, très ferme sur le soutien qu'elle apportait à l'Ukraine. Pas toujours, non, pas toujours. Elle ne l'était pas au moment de l'annexion de la Crimée en 2014, par exemple. Oui, mais elle n'était pas effectivement Première ministre. Oui, elle ne l'était pas il y a encore quelques années, au moment où montaient les tensions entre la Russie et l'Ukraine. Non. Elle l'est récemment. Et comme avec tout responsable politique, surtout quand il a une histoire aussi compliquée et glauque que Mme Meloni, il ne faut pas prendre pour argent comptant les déclarations des unes ou des autres. Il faut les juger à l'épreuve de leurs actes. D'où la vigilance mise en place par Emmanuel Macron, qui aussi s'est exprimé sur la situation en Ukraine. Une paix est possible, dit-il, mais quand les Ukrainiens le décideront? Est-ce que c'est évidemment le seul critère? C'est quand les Ukrainiens auront décidé qu'ils arrêteront la guerre, qu'on pourra entamer les pourparlers? Naturellement. Les Ukrainiens sont les agressés. Ils sont les victimes. Ça fait 8 mois qu'ils prennent des bombes sur la tête. Un cinquième ou presque un cinquième de leur territoire, moins d'un cinquième maintenant, est occupé. C'est à eux de dire qu'ils sont prêts
une éventuelle concession, un éventuel compromis. C'est ça qu'a voulu dire Macron. C'est pas à la communauté internationale de leur dicter les termes d'une paix. C'est aux Ukrainiens de décider, en effet. Mais n'est-ce pas à la communauté internationale de tenter d'engager les pourparlers entre les deux belligérants? Nicolas Sarkozy, hier, lors d'une interview au journal du Dimanche, a dit que la France devait conserver le contact avec Vladimir Poutine et surtout que, il ne comprenait pas le concept de faire la guerre sans la faire. C'est à la communauté internationale, le moment venu, de faciliter la paix. Oui, peut-être, à tel ou tel État. Il faudra des facilitateurs de paix. Mais ce n'est pas à nous, Français, ou aux Américains de négocier sur le dos des Ukrainiens. C'est à eux, c'est eux qui payent le prix du sang, c'est eux qui se battent avec une vaillance inouïe, c'est eux qui font face en première ligne au terrorisme d'État russe. C'est eux qui feront la paix, personne d'autre. Alors qu'il y ait des canaux diplomatiques qui, le moment venu, facilitent les choses, ça c'est l'histoire de la sortie des conflits, c'est autre chose, mais c'est du détail, ça. Mais quand le président Zelensky dit « nous ne parlerons pas aux Russes tant que Vladimir Poutine sera en place », c'est un changement de régime qu'il appelle. Oui, c'est un changement de régime qu'il souhaite, mais en effet, je peux comprendre qu'un homme, un président qui voit sa population massacrée, qui se voit menacé de voir l'une de ses grandes villes, Kherson, j'étais au bord de la poche de Kherson il y a quelques jours, noyé sous les eaux. Je peux comprendre qu'ils disent, je ne discute pas avec ce type. Vous savez, adage ukrainien aujourd'hui, on ne discute pas gastronomie avec un anthropophage. Voilà. Donc, on ne discute pas de paix avec un homme qui ne sait que faire la guerre. De la Tchétchénie à la Syrie, en passant par la Géorgie et aujourd'hui l'Ukraine. Bien sûr que Zelensky parlera de paix, mais il parlera de paix avec un peuple russe redevenu normal, qui aura retrouvé la raison. Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, qui dit « il faut conserver le contact avec Poutine. Comment arrêter la guerre sans parler aux belligérants ?» La France doit continuer à parler à Vladimir Poutine. Oui, pour moi, ce n'est pas une belligérance normale. Vous voyez, c'est une guerre tellement insensée qui a été déclarée de manière unilatérale par la Russie sans aucun motif. C'est une pure guerre d'agression impériale et mafieuse. Ce n'est pas un belligérant normal. Donc je crois qu'en effet, la seule solution politique à cette guerre d'Ukraine, c'est la capitulation militaire de la Russie. Je crois ça profondément. La seule façon d'avoir la paix, en tous les sens du terme, y compris nous, la paix sur le front de l'énergie, pas avoir l'inquiétude de savoir comment on va se chauffer l'hiver d'après. La seule façon d'avoir la paix, c'est en effet que Poutine capitule militairement et politiquement. C'est la seule manière. Sinon, nous vivrons avec cette épée de Damoclès de tous les chantages russes, énergétique, nucléaire, alimentaire, jusqu'à la fin de son temps. Si nous avons réussi la réconciliation franco-allemande, nous devons réussir la réconciliation franco-russe, Nicolas Sarkozy. Il faudra un jour réintégrer la Russie dans le banc des nations. Attendez, on a passé les Occidentaux, à commencer par le président Sarkozy, et les autres, et le président Hollande, ont passé leur temps, et le président Chirac, depuis la chute du soviétisme, a tenté d'arrimer la Russie à l'Europe. On a fait tous les gestes possibles et imaginables, toutes les propositions d'association, de partenariat avec l'OTAN, de reset diplomatique, tout a été tenté pour que la Russie soit arrimée au monde occidental. Poutine a déclaré la guerre à l'Occident. C'est comme ça. Le fameux discours que vous avez tous diffusé dans vos chaînes le jour où il a annexé les 4 entités ukrainiennes, il y avait 5% du discours consacré à la guerre d'Ukraine. 95%, ou enfin une immense majorité, était consacrée à nous, à dire qu'il nous haïssait, qu'il haïssait la civilisation occidentale. Qui s'effondrait, selon lui. Qu'il s'effondrait, qu'il trouvait abattardie, inférieure, et à laquelle il voulait substituer d'autres valeurs. Donc, Poutine n'a pas déclaré la guerre à l'Ukraine. Il a déclaré la guerre à l'Occident. Écoutez-le, entendez ce qu'il dit. Dans tous ses discours, et en tout cas dans le dernier, il ne dit que cela. Donc, on ne va pas faire la paix
faire des concessions, faire un compromis avec un homme qui nous tient ce discours. La paix avec le peuple russe, oui. La paix avec la société russe, évidemment. La paix avec les héritiers des dissidents, ça va sans dire. La paix avec les héritiers de Solzhenitsyn et de Sakharov. Mais prions pour que cette paix se fasse, et vite. Et pas avec Poutine. Un mot du terrain. Vous étiez dans le sud et l'est de l'Ukraine, tout près de la ligne de front. Vous avez rencontré des hommes et des femmes qui sont prêts à se battre jusqu'au bout pour reprendre le territoire qui a été pris par la Russie. Il y a une stratégie de l'armée russe de bombarder les sites énergétiques pour plonger l'Ukraine dans le noir. Ça va attaquer le moral des Ukrainiens ? Forcément, c'est une stratégie terroriste. La Russie aujourd'hui, ça je l'ai vu, est passé clairement de la phase militaire de cette guerre à une phase terroriste. En effet, attaque des barrages hydrauliques, attaque des centrales électriques, attaque des réservoirs d'eau, etc. Ça s'appelle du terrorisme d'État. Le terrorisme, bien sûr que ça plonge dans l'effroi. Et moi, j'étais, en effet, à Zaporizhzhia, même à Kiev d'ailleurs, ou à Mykolaïev, certaines nuits, quand la ville, quand tous les réseaux électriques sont en panne, ou quand les Ukrainiens les mettent en veilleuse pour économiser leur énergie, ces villes noires, ça a quelque chose de très impressionnant. Et puis il va faire froid. Et puis les gens n'auront plus de quoi se nourrir, n'auront plus d'eau potable. J'ai vu des villages dans la région de Liman, qui est un endroit que viennent de reprendre les Ukrainiens, où il n'y a plus d'eau. Il y a un puits à plusieurs kilomètres. Tout ça, bien sûr que ça déstabilise une population. Mais ce qui m'a frappé et que j'essaie de raconter dans Match, c'est l'extraordinaire résilience de cette population civile ukrainienne qui nous donne alors à tous, je trouve, au monde entier, une leçon de courage et d'énergie et d'honneur. Vous parlez de l'armée russe comme, en tout cas, d'attaque terroriste. À l'inverse, le ministre russe de la Défense, Shoigu, a expliqué la crainte russe qu'une bombe sale fabriquée par les Ukrainiens ne soit dirigée vers leur propre territoire afin d'en faire porter la responsabilité à la Russie. Ce matin, ce sont les États-Unis qui démentent cette information. Ce ne sont même pas les Ukrainiens. Ce sont les États-Unis qui sont maîtres du jeu. Non, c'est les Ukrainiens qui l'ont démenti hier soir. Vous avez eu une déclaration de Zelensky ferme et claire. Cette accusation est tellement absurde. Et leurs alliés américains l'ont confirmé ce matin. Mais pourquoi voulez-vous que les États-Unis se cachent derrière leurs petits doigts ? Ils sont les alliés de l'Ukraine libre, comme ils étaient les alliés de la France libre ou de l'Angleterre churchillienne à d'autres époques de leur histoire. Ils sont clairement selon un nouveau type de belligérance, une guerre sans la faire ou en la faisant autrement, mais ils sont clairement rangés, comme la France d'ailleurs, dans le camp de l'Ukraine. Et c'est bien que cela soit dit. Le moral de l'armée russe, vous les avez rencontrés, ces soldats russes, notamment ceux qui se rendent. Oui. Il y a un numéro vert, une hotline qui a été mise en place. Vous avez vu certains d'entre eux se rendre. Dans quel état d'esprit sont-ils, ces soldats russes qui désertent ? Ce sont des pauvres garçons qu'on est allé ramasser comme le brave soldat Schweik d'autrefois, qui savent pas pourquoi ils se battent, à qui on n'a même pas donné de formation militaire, à qui on a mis un vague gilet sur le dos et un vague début d'uniforme, et qui n'ont eu qu'une idée, c'est d'appeler la hotline « Je veux vivre » mise en place par le gouvernement de Zelensky, et qui leur a permis de se rendre aux Ukrainiens. Ils ne veulent pas se battre. C'est une des dimensions d'ailleurs de cette guerre qui est quand même très importante, parce qu'on parle de Poutine, de machin, des stratégies d'état-major, de la décision. Une guerre, c'est pas ça. Une guerre, c'est d'abord des femmes et des hommes, des corps de femmes et des hommes qui décident de se battre parce qu'ils se battent pour quelque chose de plus grand qu'eux, ou qui refusent de se battre parce qu'ils ne veulent pas être les otages des caprices d'un dictateur complètement fou. C'est ça une guerre. Et aujourd'hui, les Russes ne veulent plus se battre. Et d'ailleurs, ça c'est dans Match, dans le reportage de Match, duel d'artillerie, bien sûr. Ça, les Russes sont des as encore pour ça, tant qu'ils ont des roquettes. Mais en revanche, ils ne se battent pas. Chaque fois que les Ukrainiens avancent, dans la région de Liman, dans la région de Korovyar, qui est un autre village où nous sommes arrivés avec mes camarades, juste après sa libération. Les Ukrainiens avancent et les Russes reculent.
le vrai combat, le combat à la loyale, ils le refusent. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines ? Vous prédisez un collapse de l'armée russe ? J'en sais rien. Il y a deux forces qui sont à l'œuvre. D'un côté, oui, je pense, je ne vois pas comment l'armée russe peut enrayer ce processus de décomposition interne, et peut-être d'ailleurs aussi l'appareil militaire à Moscou. Ça, c'est une autre affaire. Là, je n'ai pas compétence, mais décomposition interne de l'appareil militaire, c'est évident. Et Poutine peut changer 15 fois le chef d'état-major, ça ne changera rien. Mais de l'autre côté, il y a évidemment l'arme des lâches, l'arme des salauds, c'est-à-dire, en effet, une bombe sale russe, une attaque nucléaire tactique sur une ville russe, ou bien la destruction par inondation de cette belle ville de Kherson. Oui, ça, c'est possible. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. De retour d'Ukraine, votre reportage est à lire dans le Paris Match de cette semaine. Merci d'être venu ce matin sur CNews.